Haut lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau est l'une des demeures des souverains français. Depuis François Ier, qui en fait son habitation favorite, jusqu'à Napoléon III. Plusieurs rois laissent leur empreinte dans la construction et l'histoire du château, qui est ainsi un témoin des différentes époques de l'histoire de France. Le château de Fontainebleau possède également une des plus importantes collections de mobilier ancien de France et conserve une exceptionnelle collection de peintures et d'objets d'art. Vous pouvez apercevoir d'ici le célèbre escalier en fer à cheval, construit à la demande de Louis XIII entre 1632 et 1634. À partir du règne de Louis XIV, l'escalier sert de décor grandiose pour accueillir les princesses venant se marier avec un fils de France, comme notamment la duchesse de Bourgogne en 1697 ou encore Marie Lesenska. C'est le 20 avril 1814 que l'escalier en fer à cheval entre dans la légende lorsque Napoléon salua sa garde avant son exil pour l'île d'Elbe. La visite commence par un magnifique escalier qui nous mène tout droit dans une première partie qui est le musée sur Napoléon Ier. Avant de commencer la visite, nous débouchons sur la galerie de portraits de la famille impériale. Sur plus de 700 m² a été aménagée dans l'aile Louis XV à la place d'anciens appartements princiers et on peut y découvrir pas moins de 650 objets. Ceux-ci retracent la carrière de l'empereur et de sa famille à travers des portraits peints et sculptés, des armes, de la vaisselle, du mobilier, des vêtements ou des œuvres d'art. Une fois la visite du musée terminée, nous débouchons sur cette pièce créée sous Napoléon III. Nous sommes dans l'antichambre qui est ornée d'un vitrail installé dans la baie centrale. Puis nous arrivons dans la galerie des fastes, aménagée par Napoléon III à l'emplacement d'un escalier et d'un vestibule. La galerie des fastes, dont le plafond est décoré de l'aigle impérial, est ornée de plusieurs tableaux illustrant l'histoire du château. Une allée nous mène tout droit à une autre pièce qui est tout simplement magnifique. Construite en 1840 à l'emplacement d'une ancienne terrasse, la galerie des assiettes, dite aussi la galerie des fresques, possède un plafond orné de 21 peintures de l'atelier d'Ambroise Dubois. Celles-ci représentant des divinités de la mythologie et des enfants chasseurs étaient initialement réalisées à l'huile sur plâtre
et faisait partie du décor de la voûte de la galerie de Diane. Déposées sous Napoléon Ier et transposées sur toile, elles furent amenées dans cette galerie qui prit ainsi le nom de la Galerie des Fresques. Continuons la visite vers le gros salon. Ce salon de réception, ancienne antichambre d'Anne d'Autriche, est décoré des figures du soleil et des planètes. Il se compose de 9 compartiments dont 7 sont ornés d'allégories célestes. Les murs sont ornés de tapisseries des Gobelins, illustrant la vie d'Alexandre le Grand d'après des cartons de Charles le Brun. Puis vient ce moment merveilleux où l'on aperçoit un bout de la chapelle de la Trinité, avec en exposition une reproduction d'une robe du Second Empire. C'est d'ailleurs une nouveauté du parcours de visite, une découverte de la mode sous le Second Empire à la cour de Fontainebleau. Les costumes sont réalisés par Nathalie Aran, directrice de la Dame d'Atour, spécialisée dans la création de costumes historiques. Nous arrivons par la suite dans la somptueuse galerie François Ier. Il est difficile de tout filmer car il y a des détails absolument partout et on ne sait vraiment plus où donner de la tête. Construite entre 1528 et 1530, elle mesure environ 60 mètres de long et 6 mètres de large, et constituait autrefois un pont couvert jouissant d'ouvertures des deux côtés. Le roi François Ier la fit édifier et décorer afin de relier ses appartements à la chapelle de la Trinité. Il en gardait les clés et la faisait visiter à ses hôtes de marque. Les peintures représentent des récits de la mythologie gréco-romaine et des allégories dont le sens nous échappe encore aujourd'hui. L'une des peintures les plus célèbres est celle de l'éléphant royal, qui est le symbole de force, de sagesse et de pérennité de la royauté et représenterait le roi François Ier lui-même, ainsi qu'une cigogne qui symboliserait la mère du roi, Louise de Savoie. Notre visite continue dans l'une des pièces les plus majestueuses, la salle de bal. À l'origine, elle était une simple loggia qui ouvrait sur la cour et les jardins et qui devait être couverte d'une voûte en berceau, comme l'attestent les piliers en arc. Longue de 30 mètres et large de 10 mètres, avec une superficie qui dépasse 300 mètres carrés, la cour était invitée à des bals masqués extravagants et on aurait pu voir François Ier déguisé en centaure. Lors des fêtes, la table d'honneur était dressée sur des tréteaux près de la grande cheminée.
ensuite l'une des salles que j'ai préférées, l'escalier du roi, construit en 1748 à la demande de Louis XV et sous la direction de Jacques-Ange Gabriel. L'escalier du roi, dit aussi autrefois chambre d'Alexandre et antichambre de Madame de Maintenon. Le plafond illustre l'apothéose d'Alexandre et a été peint en 1834. Cette pièce circulaire voûtée accolée à l'escalier du roi est ma pièce préférée. D'une part, la pièce étant plus petite, elle est un peu moins extravagante. Et je trouve le plafond avec ses médaillons d'une beauté incroyable. On y voit une statue en marbre représentant l'allégorie de la nature, qui devait être là pour servir de support à une vasque, ce qui explique ses bras levés. La salle du donjon devient le salon des officiers de la maison de l'empereur en 1804, avant d'être baptisée salle Saint-Louis en 1814. Il s'agit de la plus ancienne salle du château. Cette galerie dorée, autrefois appelée Galerie de la Reine, est longue de 80 mètres et large d'environ 10 mètres, a été décorée une première fois de scènes illustrant le mythe de Diane, celui d'Apollon et les victoires du roi. Abîmée, elle fut restaurée d'abord sous Napoléon Ier, contenant aujourd'hui près de 16 000 volumes. Elle possède en son centre un globe terrestre installé au Second Empire. Nous arrivons dans la chambre à coucher de la reine. C'est d'ailleurs là qu'est né le grand dauphin, fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, le 1er novembre 1661. La pièce a été réaménagée pour Joséphine entre 1805 et 1807, avant d'être habitée pour la dernière fois par l'impératrice Eugénie. Le mobilier de la chambre conserve son état du Premier Empire, avec notamment un lit à baldaquin réalisé pour Marie-Antoinette. Le boudoir de la reine a été aménagé pour Marie-Antoinette. Il devient le boudoir de l'impératrice en 1804, puis de nouveau boudoir de la reine en 1814, avant de devenir le cabinet de toilette de l'impératrice Eugénie en 1853. La pièce est meublée dans son état Louis XVI, cependant incomplet. Cette ancienne chambre à coucher a été transformée en salon de l'empereur par Napoléon Ier, puis en salle de trône. Le trône a été réalisé en 1804. Il est placé sur une estrade brodée de 350 abeilles en fil d'or. Afin de gagner une nouvelle pièce, on passe par un petit cabinet, ancienne pièce du premier valet de chambre du roi, situé entre la salle du trône et la salle du conseil, orné de boiseries rehaussées d'or et de panneaux peints de motifs floraux et d'oiseaux.
nous arrivons au clou du spectacle, la chapelle de la Trinité. Ce n'est que sous le règne d'Henri IV qu'elle reçut sa voûte actuelle. La chaleur et la faim commençant à arriver, nous n'avons malheureusement pas pris le temps de nous promener dans les jardins. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures au XVIIIe siècle.